Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Première partie, suite. Début d'évacuation. Le lundi, la voiture avec les haut-parleurs apparaît tôt le matin et circule dans les enclos. Encore une fois, nous sommes priés de nous rassembler avec notre bagage aux portes du camp. Maintenant, Karl et moi, nous devons mettre nos chaussures, que nous le voulions ou non. Finalement, les choses se passent mieux que prévu. L'excitation à propos de ce qui va maintenant nous arriver contribue vraisemblablement à oublier la douleur. Encore une fois, nous devons traverser la route du camp vers une hypothétique liberté, comme ce jour où nous avons été dupés. La seule différence, c'est que nous étions sous la pluie à l'époque et aujourd'hui, le soleil nous brûle impitoyablement. Sur place a lieu le rite habituel. Nous sommes comptés par les Américains et les Polonais et regroupés par milliers. Et encore une fois, ils nous entourloupent avec les comptes pour nous humilier. Mais cette fois, le rassemblement ne se passe pas comme prévu. Nous sommes regroupés par groupes de 3000 et nous devons nous déplacer dans de nouveaux enclos. Ceux-ci se trouvent à proximité immédiate de la ville de Remagen et forment un camp géant, mais pas aussi déroutant que l'endroit où nous avons vécu jusqu'à présent. Il est méticuleusement organisé en zones et en enclos, et signalé par des chiffres et des lettres. Cela apporte un certain ordre à la masse amorphe et indéfinissable de prisonniers que nous formons. Par chance, une grande partie de nos anciennes unités forme maintenant l'essentiel de l'enclos 39 de la zone K. Et nous ne changeons pas de chef de millier. Karl, Otto et moi nous rendons dans le 10e groupe de la première centaine de ce millier. Alfred Eibach atterrit avec les gars de l'escadron d'artillerie, qui ne compte plus ici que 25 hommes, mais uniquement 10 prisonniers. Dans ce nouvel enclos, il y a à première vue des progrès par rapport au cimetière à ciel ouvert d'où nous venons. Il y a des tentes de latrines et des conduites d'eau. Cependant, il est interdit de creuser des trous. Notre enclos de 3000 places n'est occupé qu'à moitié. La partie droite est plantée de châtaigniers et d'autres arbres qui surplombent une maison criblée d'impacts d'obus. Celle de gauche est un champ libre. Sous les arbres, il y a de l'herbe et assez d'espace pour que tout le monde puisse camper, de sorte que l'espace libre n'est réclamé par personne. Au lieu d'une tente sanitaire, il y a un poste médical dans la maison en ruine. Le beau temps dure toute la semaine et nous pouvons vivre au sec sous les arbres. Karl, Otto et moi trouvons une place près de la maison en ruine, où nous sommes en outre protégés du vent. Naturellement, nous fouillons dans les pièces à moitié effondrées pour récupérer du combustible pour notre réchaud, que Karl a bien sûr emporté. Parce que, comme nous nous en doutions, la nourriture nous est toujours livrée à l'état brut. Le mercredi après-midi, à ma grande surprise, je réussis à faire un tour du camp en marchant doucement. Je croise inopinément une silhouette émaciée dans un uniforme crasseux avec une crinière hirsute qui me fait penser au Crastignas d'un de mes livres pour enfants. Cette silhouette, avec sa barbe rousse broussailleuse, s'arrête devant moi, et je reconnais mon ancien camarade de classe, Julius Westendorf de Eschborn. Il a 1 an de moins que moi, mais a servi dans l'infanterie. Nous ne pouvons ni l'un ni l'autre nous raconter quoi que ce soit pour le moment. Nous sommes trop épuisés pour cela. Mais nous espérons que plus tard, quand nous serons rentrés chez nous, nous pourrons échanger sur nos expériences. Pour l'instant, chacun reste dans son cercle de camarades. Si nous pensions que quelque chose allait changer avec les nouveaux enclos, nous sommes déçus, car pendant toute la semaine qui suit, on ne se soucie plus de nous. Le ravitaillement est livré ponctuellement, mais aucun véhicule avec des haut-parleurs n'apparaît. Tout semble figé dans l'apathie. La chaleur nous rend léthargiques et nous empêche de parler ou de bouger. Nous restons assis et ruminons nos mornes idées. Le vendredi 18 mai est la 18e journée ensoleillée d'affilée et tout le monde ne cherche que l'ombre. Mais d'épais nuages s'installent précisément au moment de la distribution de nourriture. Puis éclate un orage comme nous n'en avons pas encore connu cette année. D'abord, un vent fort s'est levé, poussant des nuages de poussière devant lui. Puis suit une averse accompagnée de tonnerre et d'éclairs. L'averse est si abondante que la terre ne parvient pas à absorber les masses d'eau et des ruisseaux se créent. Au début, les arbres offrent une certaine protection, mais cela ne dure pas tant il pleut.
Nous cherchons donc à nous asseoir sur de grosses pierres ou des troncs d'arbres couchés, car le sol est si humide qu'il est impossible de dormir par terre, surtout qu'à tout moment un nouvel orage est possible. Nous nous sommes appropriés un tronc d'arbre près des ruines pour la nuit. Maintenant, assis dessus les uns à côté des autres, nous essayons de dormir, le menton dans nos mains et les coudes sur nos genoux. Avec 3 autres prisonniers, nous sommes assis comme des poulets sur un perchoir, et nous parvenons à nous assoupir de temps en temps. Le samedi matin, le soleil luit à nouveau dans un ciel sans nuages, et le sol sèche rapidement. Dans l'après-midi, pendant 4 heures, pour nous laver, nous sommes emmenés jusqu'au bord du Rhin, qui, entre Remagen et Kripp, fait un grand coude. Nous sommes nombreux à entrer dans l'eau rafraîchissante jusqu'aux genoux, pour donner un peu de repos à nos pieds malmenés. Lorsque nous trouvons une pierre adaptée sur le rivage, nous nous asseyons et laissons nos pieds trempés dans le courant. Presque personne ne peut rester debout pendant de longues périodes, et c'est pourquoi de plus en plus de gars s'allongent sur la berge pentue et laissent leurs pieds en contact avec l'eau. Quoi qu'il en soit, cette excursion sur le Rhin nous épuise tellement que lorsque nous retournons au camp, nous peinons à nous tenir debout, et il y a beaucoup moins de spectateurs et de contrôleurs que d'habitude pour le ravitaillement. Nous préférons rester assis ou allongés à l'ombre. À la tombée de la nuit, un nouvel orage approche. Cette fois, je m'enfuis avec Karl et Otto dans la maison en ruine, et nous trouvons une place dans l'entrée où nous recevons bien quelques gouttes, mais pas de quoi tremper nos vêtements. Mes pieds ont récupéré entre-temps et ne me font que légèrement mal en marchant. Karl a aussi survécu au pire. En ce qui concerne l'alimentation, nous avons abandonné nos vieilles résolutions, et dans le nouveau camp, nous nous mettons d'accord afin qu'un seul cuisine pour les 3. Chacun dispose des provisions des autres, pourvu qu'elles soient cuites. Tous les 3 jours, quand l'un cuisine, les autres doivent aller chercher le combustible. Ainsi, chacun a moins de travail qu'avant, et le nouveau système fonctionne parfaitement, sans que nous nous disputions une seule fois. À la Pentecôte, l'alimentation distribuée est meilleure et plus riche, selon les critères de Remagen. Cela m'aide beaucoup en cuisine, et Karl ne manque pas de me féliciter abondamment pour avoir préparé 3 plats excellents et nourrissants. Dans la nuit, un nouvel orage éclate, de sorte que nous nous réfugions une fois de plus dans la maison en ruine, où nous ne pouvons plus trouver de place pour nous allonger. Aussi, nous devons passer la nuit assis dans les escaliers menant au poste médical. Le lundi de Pentecôte est une journée nuageuse et pluvieuse, mais où la direction du camp semble se souvenir de nous. Des listes sont distribuées aux chefs de centaines dans lesquelles ils doivent noter tous les gars de leur centaine par nom, profession et lieu de rapatriement souhaité. Il s'agit de la première mesure par laquelle nous sortons de la foule anonyme et que nous sommes perçus comme des individus. Bien sûr, l'espoir d'une libération revient immédiatement. Les conversations reprennent. Il y a même des discussions animées sur les critères selon lesquels les libérations seront effectuées. La léthargie des derniers jours semble s'envoler. En raison de la pluie, nous n'avons pas de combustible sec pour cuisiner. Pour parvenir à réaliser tout de même un repas chaud, Karl, dont c'est le tour de cuisiner, propose de jouer les pique-assiettes. C'est à mon tour de devenir le parasite du jour. Nous remplissons donc les aliments prêts à manger tels que le bœuf salé, les tomates, les épinards et les morceaux de pain dans le couvercle de notre ustensile de cuisine, puis nous profitons du feu des autres. Un certain nombre de prisonniers réalisent constamment des plats chauds de cette manière. En contrepartie, ils doivent contribuer au combustible en retour. Ils sont en quelque sorte des pique-assiettes bienvenus parmi les fourneaux. Nous rassemblons les aliments secs, comme beaucoup de codétenus, dans de petits sacs que nous avons confectionnés nous-mêmes et nous les conservons pour des jours meilleurs, lorsque le soleil brillera et que nous pourrons cuisiner à nouveau. Nous passons à nouveau la nuit dans le sous-sol du poste médical, là où se retrouvent maintenant tellement de soldats que nous pouvons à peine nous asseoir et encore moins nous allonger. Mais ici, il fait sec, et vu le nombre, il y fait chaud. Quand nous sommes bien fatigués, nous parvenons à dormir dans cette étroite promiscuité. Cependant, il faut accepter le lendemain que nos membres soient douloureux, et il faut un peu de temps pour que les articulations soient à nouveau mobiles. Le mardi matin, la voiture avec les haut-parleurs traverse de nouveau le camp. Il est annoncé que tous les anciens membres de la police, de la Gestapo, le NSDAP, la SS et d'autres associations nazies, à l'exception des jeunesses hitlériennes, doivent se présenter à la porte du camp pour être transférés dans un autre enclos.
La plupart d'entre nous ne sommes pas assez âgés pour être membres de telles organisations. Aussi, nous ne prêtons pas attention à ceux qui répondent à cet appel et au nombre de personnes qui quittent notre enclos. De plus, il recommence à pleuvoir pendant la distribution de nourriture. Il est donc plus important pour nous de trouver un endroit sec dans les ruines plutôt que nous soucier des autres. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée, car au sous-sol, après un court laps de temps, il y a à nouveau une foule dense. Le matin, je me rends alors compte avec colère que j'étais allongé sur un morceau de fil de fer barbelé et que j'ai déchiré mon manteau sur 6 à 8 centimètres. Heureusement, j'ai toujours mon kit de couture, afin de pouvoir réparer les dégâts. Le manteau, dont j'étais si fière, est maintenant bien abîmé, mais l'accroc est à l'arrière. L'essentiel est que le tissu ne soit pas déchiré davantage. Je peux faire mon travail de couture des potrons minés, car ce mercredi commence avec des nuages mais reste sec, de sorte qu'après nous être levés, nous vaquons à nos occupations avant l'arrivée fort probable de la pluie. Au cours de la matinée, la rumeur des premiers rapatriements se répand, bien que personne ne sache bien sûr rien de précis à ce sujet. D'ailleurs, nous avons déjà perdu l'habitude de croire tout ce qui se raconte. Pour l'instant, nous nous attendons à ce que le temps se gâte et nous devons chercher un endroit sec pour dormir. Parce que même s'il ne pleut pas beaucoup, le sol est devenu si humide que nous ne pouvons pas passer la nuit dehors. Nous retournons donc dans le sous-sol des ruines avec beaucoup d'autres. Le lieu semble encore plus encombré que lors des nuits précédentes. Le lendemain à l'aube, Karl constate avec stupeur qu'un de nos sacs contenant 6 portions de lait en poudre a été volé. Il avait l'intention de préparer une copieuse soupe au lait dès que le temps permettrait de nouveau de cuisiner à l'extérieur. Il est hors de lui de colère et de déception. Je comprends bien ses sentiments, car je ressentirais la même chose dans un tel cas. Nous nous mettons rapidement d'accord afin de veiller à ce que ce genre de choses ne se reproduise plus. Et ainsi, nous terminons notre stock en mangeant tout ce que nous avions rassemblé à l'état brut. Sous le regard avide de nos codétenus, nous grignotons des nouilles, des pommes de terre, ainsi que des carottes et des betteraves séchées. Nous mélangeons de la poudre d'œuf avec un peu de sucre et d'eau, et nous buvons notre mixture. Notre estomac n'est pas préparé à traiter autant de nourriture sèche, mais il ne nous cause pas de réel inconfort. Et même si nous ressentons une légère indisposition, nous l'acceptons dans la mesure où personne ne peut plus nous voler de nourriture. Jusqu'à ce que la distribution alimentaire ait lieu, nous oublions ces désagréments, d'autant plus que le temps permet de cuisiner à nouveau. La surprise du jour est un message diffusé par haut-parleur en fin d'après-midi, demandant aux habitants des environs de Remagen, de Bonn et du Siegkreis de s'inscrire à la porte du camp. Cela regroupe 37 personnes qui sortent du camp en camion. Passer la nuit dans le sous-sol du poste médical est devenu difficile, car à cause de la grande affluence des derniers jours de pluie, le médecin-chef qui dirige le poste médical ne délivre un bordereau de nuitée qu'aux nécessiteux. Depuis que Karl et moi avons des manteaux, nous n'y avons plus accès. Mais c'est là que notre ancien juteux, en tant que chef de millier, nous aide à sortir de l'impasse. Il nous délivre une attestation, selon laquelle nous n'avons ni couverture ni toile de tente, et que nous sommes gravement exposés au risque de refroidissement. Après quelques allers-retours, nous finissons par être autorisés à accéder à la cave, grâce à cette attestation. En raison du contrôle des nuitées, il y a maintenant suffisamment d'espace à la disposition de tous pour pouvoir dormir allongés. Tout ce que nous avons à faire est de plier un peu les jambes, mais ce n'est rien au regard des contorsions que nous devions faire les nuits précédentes. Donc, nous examinons les vieux murs d'un peu plus près et découvrons derrière une fenêtre un piano à queue de concert dans un coin. Cette pièce était probablement autrefois une salle de musique. Immédiatement, nous nous faufilons à l'intérieur et vérifions la stabilité de l'instrument. Ce faisant, nous constatons que le piano est aussi solidement ancré dans les gravats que s'il était enchâssé dans du béton. Il est fermement fixé et ne peut pas être déplacé. Pas besoin de réfléchir sans 7 ans. Nous enlevons la couche de saleté et de débris qui s'est déposée sur le piano et nous préparons notre couchette pour la nuit sur le bois poli. Jusqu'au soir, nous restons près de l'ouverture de la fenêtre afin que personne ne se mette en travers du chemin. Puis, nous montons et passons une nuit paisible et reposante sur l'instrument. Le dimanche 27 mai apporte quelques changements. À 7h30 du matin, tous les occupants de l'enclos doivent se rassembler dans l'espace resté libre. 77 noms sont lus, et les personnes concernées emballent immédiatement leurs affaires pour se rendre à la porte du camp.
Ensuite, nous sommes recomptés et les 77 sont remplacés par des Rhénans et Westphaliens d'autres enclos pour retrouver le même effectif. Ces renforts retirés des autres enclos arrivent au fur et à mesure du comptage. Nous sommes informés par la même occasion que plusieurs zones ont déjà été dissoutes et que notre zone K a été renommée zone D. Cependant, la désignation enclos 39 est conservée. Rebelote le lundi matin à 7h30. Cette fois, ce sont ceux de la province du Rhin central qui travaillaient dans l'agriculture ou dans le secteur des transports, postes, chemins de fer, tramways, bus ou marchandises, qui sont appelés. 19 personnes répondant à ces exigences se manifestent et commencent immédiatement à faire leurs bagages pour quitter le camp. Après une journée ensoleillée, les nuages réapparaissent vers le soir. À notre grande surprise, un service catholique a lieu à 19h dans la maison en ruine. La participation est élevée, car presque tous les détenus du camp, qu'ils soient catholiques ou non, participent. Après la messe, le haut-parleur retentit à nouveau. Maintenant, les habitants des districts d'Olpe et de Siegen, ainsi que de la province de Hesse-Nassau, doivent être prêts pour le lendemain matin. Passer la nuit à l'extérieur ne nous pose pas de problème ce jour-là, car jusqu'à environ midi, le soleil brille et le temps reste sec toute la journée. Il ne pleut pas non plus la nuit. Vers le matin, un vent léger se lève et dissipe les nuages épars. Le mardi, nous devons faire la queue pour l'appel à 6h30. Les appelés d'hier, 44 personnes au total, peuvent se rendre à la porte du camp où des camions partiellement occupés stationnent déjà. Dans l'après-midi, les annonces se poursuivent après la distribution de nourriture concernant les habitants des provinces de Prusse orientale, de Prusse occidentale, de Poméranie, Wartheland et Silésie. Avec ce groupe, nous allons perdre également notre chef qui vient de Poméranie. Vers 18h, un aumônier se présente au camp pour des confessions qui durent pendant 3 heures. Vers 21h, il nous invite à chanter les complis avec un grand succès. Le mercredi 30 mai à 6h30, les Allemands de l'Est, appelés la veille, sont priés de se rendre à la porte du camp avec leurs bagages. Ainsi, 158 autres prisonniers quittent le camp. Dès qu'ils sont partis, tous ceux qui viennent de la rive droite du Rhin et qui n'appartiennent pas au groupe professionnel A, les forestiers, B, l'exploitation minière, ou N, le transport, sont appelés. Je suis si ému et je deviens si agité que j'ai du mal à m'endormir, bien que nous ayons trouvé un bon endroit pour la nuit près des ruines. M'attendant à pouvoir quitter le camp, comme Otto, le jeudi je suis réveillé très tôt. Encore une fois, nous devons nous rassembler à 7h30. Mais le groupe appelé la veille n'est pas du tout mentionné. On nous informe que notre cage ne doit héberger que des sous-officiers. Tous les soldats doivent déménager vers l'enclos 37. De l'autre côté, des sous-officiers de tous les enclos se pressent pour compléter notre enclos 39. À 16h, il y a un appel au cours duquel les gens de la rive droite du Rhin, qui n'appartiennent pas au groupe professionnel A, B et N, sont comptés. On ne nous a donc pas oubliés. Otto et moi, même si nous ne sommes plus dans le même enclos, attendons avec impatience notre rapatriement, que nous pensons imminent. La nourriture aujourd'hui est si maigre qu'il est inutile de penser à cuisiner quoi que ce soit. Karl et moi mangeons tout dans l'état où nous l'avons reçu. Puis comme le sol est sec, nous dormons au pied d'un arbre. Le vendredi matin, dès l'aube, comme tous ceux de la rive droite du Rhin qui ont été comptés la veille, je me présente à la porte du camp avec mes bagages. Pour moi, cela signifie que Karl et moi serons séparés. Je fais donc équipe avec Otto, qui est le dernier membre de notre ancienne batterie. Il fait déjà grand jour quand nous sortons de l'enclos à 6h. Cependant, il n'y a pas de camion prêt pour nous. Mais nous sommes conduits à un portail près duquel est fixé un panneau portant l'inscription « Area 1A ». Juste derrière la porte se trouvent 4 tables, avec derrière chacune d'entre elles un officier américain et un interprète. Nous devons maintenant former 4 rangées et passer à l'une des tables l'un après l'autre. Selon l'âge et la profession, nous sommes envoyés soit à droite, soit à gauche. On ne nous explique pas pourquoi. Otto et moi-même ayant sensiblement le même âge et étant tous les deux étudiants, nous sommes envoyés ensemble vers la gauche. Des groupes sont formés à droite et à gauche et dès qu'un groupe atteint le nombre de 100 personnes, il part. Avec Otto, nous sommes emmenés dans un autre campement, dans la zone B, groupe 2B, enclos 25. Et nous sommes attribués à la 5e centaine dans le 2e millier.
Nous sommes de nouveau 3000 personnes. Tout cela reste complètement mystérieux pour nous. On a presque l'impression que la bureaucratie de l'armée se joue de nous. Apparemment, cet enclos est l'un des plus anciens, car il est jonché de trous dans le sol. Il y a néanmoins des latrines et une tente sanitaire, mais pas de conduite d'eau. Otto et moi choisissons un trou pour 4 personnes, qui semble relativement correct, et pourvu d'une sorte de dôme en treillis métallique barbelé. Par-dessus, nous tendons maintenant une toile de tente, qu'Otto a réussi à récupérer auprès d'un prisonnier rapatrié. Elle ne couvre pas tout le trou, mais en protège la plus grande partie, et nous offre une protection suffisante contre la pluie et le soleil. Le trou est si profond que nous pouvons nous y asseoir confortablement. Nous restons constamment en mouvement pendant cette semaine, sans savoir ce que nous réservent nos geôliers, qui nous trient et nous mélangent sans cesse. Nous ignorons toujours leurs critères. Toutefois, Otto et moi avons la chance de rester ensemble, alors que la plupart se retrouvent parmi un tas d'inconnus, ce qui génère un sentiment d'incertitude et d'impuissance, de sorte que notre humeur se dégrade de jour en jour. La détérioration de notre état d'esprit est également favorisée par l'apparition d'un nouveau thème dans les annonces. Alors que, jusqu'à présent, il n'était question que de rapatriement, il est soudainement question de mission de travail en France, ce qui nous perturbe et nous effraie encore plus. L'idée que nous puissions être remis aux Français en violation de la Convention de Genève déclenche chez nous de véritables cauchemars et des idées d'horreur qui nous hantent jusque tard dans la nuit. Le samedi 2 juin, nous restons assis au soleil toute la journée à ruminer. Il n'y a pas d'annonce par haut-parleur, pas de rapatriement en vue. Qui plus est, nous ne pouvons pas cuisiner et devons manger tout ce qu'on nous distribue en l'état. Le dimanche commence de la même manière. Nous semblons complètement oubliés. Dans les autres enclos, la vie semble aussi s'être éteinte. Le seul point positif est le temps qui reste agréable, ce qui nous épargne au moins les difficultés pour passer la nuit et d'autres désagréments. Nous restons pour la plupart assis sans rien faire après la toilette du matin à somnoler. Notre humeur est au plus bas et personne ne parle. Vers 11 heures, soudain, il y a de l'agitation dans notre enclos. Un Land Rover avec une escouade de médecins arrive pour nous épouiller. Bien qu'aucun d'entre nous n'ait de pouls, nous sommes à nouveau enveloppés dans un nuage de poison pulvérisé à la seringue. Et parce que l'Américain est apparemment terrifié par les épidémies, toute la procédure sera répétée le lundi. L'excès de poudre de DDT utilisé s'écoule de notre nez, de nos oreilles, de nos cheveux et de nos vêtements. Quelques exemplaires d'un journal local de Remagen sont distribués avec le repas du soir. Comme il faudrait un temps interminable pour que tout le monde l'ait entre les mains, nous formons des groupes où l'un d'entre nous lit les actualités et les articles intéressants aux autres. Mais il n'y a rien de réjouissant à signaler. Les articles portent principalement sur les ordres du gouvernement militaire, le rationnement alimentaire ou la dénazification qui vient de commencer. Autant de sujets qui ne nous intéressent pas. Avec l'actualité locale, nous ne pouvons rien faire du tout, parce que nous nous fichons complètement de savoir qui a été nommé maire quelque part ou a été démis de ses fonctions pour incompétence. Après 3 jours de calme, le tourbillon dans les enclos reprend le mardi. À 10h30, le haut-parleur retentit à nouveau. Les habitants des provinces de Schleswig et de Hanovre, du Land de Lippe, ainsi que des villes de Düsseldorf et Aix-la-Chapelle sont invités à se manifester. Un GI entre dans notre enclos avec un interprète pour recenser tous les habitants de la province du Rhin. Le mercredi commence avec une légère bruine, mais elle cesse rapidement et le soleil reprend le dessus. Peu après 8 heures, un ecclésiastique se présente au camp pour célébrer une messe catholique. Dans l'après-midi, nous entendons que des Westphaliens et des Rhénans vont être transportés vers l'enclos 22. Il n'y a aucune annonce pour notre enclos aujourd'hui. Pour aggraver les choses, un court orage rend une partie de notre trou si humide que nous devons dormir assis. Le jeudi, le soleil brille à nouveau et le sol, même celui de notre trou, sèche rapidement. Tôt le matin, nous entendons le haut-parleur appeler les Rhénans de l'enclos 22. Nous entendons également des noms bien connus, dont celui de Karl. Ensuite, ceux de Hesse qui sont appelés et regroupés pour un transport. Il reste encore quelques Hessois et pas mal de Thuringiens. Lorsqu'ils quittent le camp le vendredi matin, l'enclos 22 est complètement vidé. Les 2 jours suivants, le haut-parleur fonctionne en permanence. D'autres compatriotes sont appelés, de sorte que divers enclos sont rapidement vides et fermés. Il y a un peu plus de pain ce vendredi, de sorte que nous nous partageons une miche de pain blanc pour 3.
Les aliments sont de moins en moins variés. Sur le talus, à côté de notre trou, nous avons trouvé un foyer construit en pierre, de sorte que nous pouvons au moins chauffer ou même cuisiner quelque chose. Otto se concentre sur le combustible. Le samedi 9 juin, nous apprenons que les Westphaliens et les Rhénans sont appelés dans l'enclos 23. Dans le nôtre, ils sont dénombrés dans l'après-midi, ainsi que les Hanovriens et des Oldenbourgeois. Et nous espérons que notre tour va arriver. Mais il n'y a pas d'autre annonce dans ce sens. Le dimanche, le temps est nuageux, mais venteux et sec. À 8h30, il y a un service protestant. Le reste du temps, nous sommes livrés à nous-mêmes. L'attente devient peu à peu insupportable. Partout, des silhouettes émaciées aux mines lugubres sont assises sur les talus ou dans leurs trous, attendant l'annonce salvatrice du haut-parleur ou simplement la distribution des repas, le seul événement positif de la journée. Bien que nous ayons eu moins de place pendant les 4 premières semaines, nous étions tous dans le même bateau et avions les mêmes problèmes. Maintenant, beaucoup d'enclos sont fermés, et nous, qui sommes restés, devons encore endurer la boue. Par-dessus tout, Karl me manque beaucoup, lui qui, avec son solide tempérament et son optimisme inébranlable, savait nous remonter le moral. Il nous a quittés depuis 8 jours et certainement sain et sauf, déjà de retour dans sa famille. Alors qu'Otto et moi sommes encore là, confrontés à un avenir incertain. Chaque jour, des convois sont organisés et quittent le camp, tandis que nous ne pouvons que regarder les chanceux avec envie. Il n'est donc pas étonnant que notre état de santé se détériore constamment, à l'instar de notre humeur. Nous, qui étions auparavant des hommes jeunes et joyeux, nous sommes aujourd'hui devenus des créatures décharnées, apathiques et squelettiques, au visage vide, en uniforme usé et sale. Souvent, nous ne faisons que fixer le vide, et notre dernier espoir s'accroche au message d'un haut-parleur qui, bien qu'il retentisse toute la semaine, ne s'adresse qu'aux autres. Cependant, les transports joyeux qui quittent le camp ne sont pas les seuls événements du moment. À cause de la surpopulation, les conditions d'hygiène catastrophiques depuis un long moment, des conditions météorologiques défavorables pendant les périodes de mauvais temps, mais surtout à cause de la malnutrition persistante, les maladies se multiplient et se propagent souvent à une vitesse fulgurante. Ainsi, il y a une multitude d'affections respiratoires, de diarrhée et de dysenterie, mais aussi des pneumonies, des fièvres typhoïdes, des cas de tétanos, de septicémie et d'épuisement physique complet. Toutes des maladies qui, non traitées, mènent souvent à la mort. Les transports des corps s'effectuent principalement sous le couvert de l'obscurité, et pourtant il est difficile de les cacher. Et la mort ne frappe pas que quelques prisonniers, ils sont très nombreux. Ces transports de cadavres nous laissent complètement apathiques. En raison de la sous-alimentation et de l'environnement sinistre dans lequel nous végétons, nous sommes complètement insensibles. Que nous importent ces morts que nous n'avons jamais vus, et encore moins connus? Bien sûr, si c'est l'un de nos camarades, c'est différent. Nous sommes conscients que la mort est tout près, et qu'elle peut nous atteindre. Mais le destin de personnes étrangères ne nous touche absolument pas. C'est tellement loin. Dans la brume du lundi matin, à 8h, les Thuringiens et les Westphaliens sont invités à se présenter à la porte du camp avec leurs bagages. Encore une fois, l'espoir d'un départ se ravive, mais encore une fois, il n'y a pas de camion pour venir nous chercher. Au lieu de cela, nous devons marcher vers l'enclos 26 voisin. Il est différent de celui que nous venons de quitter. Il dispose d'une grande tente dans laquelle siège la prétendue commission de rapatriement. Elle est composée de politiques et d'experts en guerre psychologique et en rééducation. Ils parlent toujours un bon allemand et ont pour mission de débusquer les criminels nazis. Pour ce faire, ils utilisent des documents provenant des services administratifs et des partis allemands pour comparer les déclarations des personnes interrogées et en vérifier la véracité. C'est pourquoi nous sommes d'abord triés par lieu de résidence, arrondissement et district administratif avant d'être autorisés à pénétrer dans la tente. Le filtrage commence alors par l'interrogatoire des Thuringiens. L'interrogatoire inquisiteur prend bien sûr du temps, et il est déjà midi lorsque les derniers sortent de la tente. Pour couronner le tout, il commence à pleuvoir, ce qui rend la tente insupportable. Nous devons attendre debout, et cela devient de plus en plus difficile. Nous pouvons à peine encore nous tenir debout quand les premiers Westphaliens sont appelés. Enfin, notre tour arrive. Je me retrouve face à 5 officiers. Celui qui s'adresse à moi parle un allemand excellent, mais son attitude n'est guère avenante.
Je vois bien que nous, prisonniers allemands, n'avons rien à voir avec lui. Votre nom? Lorenz. Prénom? Wilhelm. Date et lieu de naissance? 9 mai 1923 à Francfort-sur-le-Main. Nom, prénom, âge et nationalité des parents. Lorenz Jürgen, allemand, décédé le 22 septembre 1941 à Smolensk, et Neumann Martha, décédé le 22 mars 1944 à Francfort. Nom et prénom des frères et sœurs. Indiquez aussi leur âge, leur activité et le lieu où ils se trouvent actuellement. Je suis fils unique. L'homme écoute et compare avec des notes que je ne peux déchiffrer à la distance où je me trouve. Lorsqu'il lève les yeux, son regard sur moi est plutôt menaçant, lorsqu'il accroche le mien. Face à son attitude, je préfère baisser les yeux. Date d'entrée dans l'armée, 31 mars 1942. Caserne d'affectation, Münster. Il me demande ensuite si j'étais inscrit au Parti national socialiste, depuis combien de temps, ce que j'avais fait jusqu'à l'armée, les dates exactes des moindres événements auxquels j'avais participé, avec quelle mission, et si j'avais encore des contacts avec le parti aujourd'hui. Je n'avais pas grand-chose à raconter. Pas plus que mon père, je n'étais inscrit au Parti national socialiste. J'ai fait partie des jeunesses hitlériennes uniquement quand elles sont devenues officiellement obligatoires et que les pressions ont augmenté, notamment pour les personnes nées en 1923, c'est-à-dire pour les jeunes de 17 ans, sur le point d'être appelés au service du travail du Reich. C'était mon cas. J'avais presque 17 ans quand j'y étais admis en avril 1940, et j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Dans ce cadre, j'ai pris part 2 années de suite à des camps d'été, lors desquels j'ai participé aux travaux des champs. En 1941, j'ai passé mon abitur, espérant poursuivre des études de littérature à l'université, mais j'ai dû effectuer le service du travail du Reich pour 6 mois avant d'être mobilisé. Après mon instruction comme artilleur, j'ai été envoyé dans la région de Kharkov. L'officier note tous les détails, demande des précisions sur les dates, les lieux, comme s'il cherchait à me piéger avec ces questions qui se recoupent. Il cherche manifestement à mesurer mon degré de responsabilité comme sous-officier. Il me pose aussi des questions sur les activités de mes parents avant leur mort. Mon père et ma mère ont été membres du SPD jusqu'à sa dissolution en 1933. Ils étaient donc des suspects d'emblée pour les nazis. C'est pour cela aussi que je n'ai adhéré aux jeunesses hitlériennes que lorsque c'est devenu vraiment obligatoire, et pour éviter des ennuis à mes parents, surtout à ma mère, car mon père était déjà au front. Enfin, la dernière question est relative à mon opinion sur Hitler et le nazisme. Je me doute qu'ils essaient de faire un tri pour dépister les SS et fanats du Führer qui pourraient se cacher parmi nous. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, je n'avais que 10 ans. J'entendais mon père dire qu'il mènerait l'Allemagne à sa perte, mais il n'en parlait qu'avec ma mère. Quand j'ai eu 16 ans, en 1939, j'ai découvert un autre aspect avec les jeunesses hitlériennes. Tout ce que je voyais, c'est que l'Allemagne n'avait plus honte de la défaite de 1918, qu'elle relevait la tête et que nous, les Allemands, nous valions quelque chose. Je trouvais que mon père, avec ses idées pacifiques, était ringard. Depuis qu'Hitler était au pouvoir, il y avait moins de chômage, la pauvreté reculait. Des routes avaient été construites, les usines recommençaient à produire de l'acier. Je n'étais pas d'accord avec certaines de ces idées. Et, comme je l'ai dit, je suis entrée dans la Hitlerjugend, mais seulement quand c'est devenu obligatoire, afin que ma mère n'ait pas d'ennui. Je n'y ai pas tout détesté. J'y appréciais la camaraderie, le sport. En revanche, je trouvais les veillées barbantes. Je détestais le maniement des armes, les bagarres et les idées qu'on voulait nous mettre dans le crâne sur la supériorité de la race. Je n'ai jamais participé au défilé militaire. Afin de nous endurcir, nos marches étaient de plus en plus longues et nos sacs à dos de plus en plus lourds. J'ai vite compris que c'était pour nous préparer au combat actif sur le terrain. Quand vous dites que vous détestiez les idées qu'on voulait vous mettre dans le crâne, de quoi s'agit-il? Les idées sur la supériorité de la race aryenne, que les Juifs étaient des sous-hommes. Cela horrifiait mes parents, et moi je ne voyais pas en quoi j'étais supérieur à mon ami d'enfance, Franz, qui était juif. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, lors de ce qu'on a appelé ensuite la nuit de cristal, le magasin de ses parents a été pillé, comme beaucoup de magasins juifs. Du jour au lendemain, il n'a plus eu le droit de fréquenter le lycée. En mai 1939, ma mère m'a dit qu'ils avaient quitté l'Allemagne par bateau à Hambourg. Vous saviez, pour les millions de juifs que votre peuple a assassinés? Je sens la nausée m'envahir. De quoi parle-t-il exactement? Des millions? Assassinés?
La radio, les journaux parlaient des arrestations, balbutiai-je, déstabilisé. Nous n'avions aucun moyen de savoir si ce qu'ils disaient était vrai ou non. Du printemps 1942 jusqu'à mars 1944, j'étais sur le front de l'Est, en Ukraine, puis au nord de Stalingrad, et ensuite j'ai été envoyé en Normandie, puis dans les Ardennes et dans la Ruhr, jusqu'à ce que nous nous rendions en avril dernier. Nous avons bien entendu dire que beaucoup de Juifs ont été arrêtés. La propagande nous montrait dans les films documentaires qu'on les envoyait en Pologne, dans des camps de travail ou dans des ghettos créés pour eux. Je ressentais une sensation de malaise, de coton dans les jambes. J'avais l'impression de plonger dans un cauchemar. Je ne sais plus ce qui s'est passé ensuite. Il paraît qu'on m'a fait sortir parce que j'étais au bord de l'évanouissement. Il est déjà plus de 17 heures, et nous apprenons que la distribution de nourriture est annulée parce que le nombre de personnes qui se trouvent dans l'enclos 26 ne peut être déterminé précisément. Comment croire à ce discours, vu la comptabilité minutieuse des bureaucrates de l'armée? Au moins, la pluie s'est arrêtée. Nous cherchons donc un trou approprié pour la nuit. Mais ici, il n'y a que des trous dans lesquels il a plu, et il est difficile de dormir sur un sol boueux. Peu de temps après, un officier accompagné d'un interprète entre dans notre enclos et lit les noms de tous les prisonniers qui sont venus ce matin de l'enclos 25. Étrange, soudain non seulement on connaît notre nombre, mais même nos noms. Nous avons vraiment l'impression que les GIs nous font une fois de plus une mauvaise blague. Nous devons nous aligner en rang de 5 dans la rue du camp, car un transport de 2000 hommes doit quitter le camp ce soir même. Notre situation change brusquement, et l'espoir d'une libération anticipée renaît. Enfin, le moment est venu, et nous pouvons quitter cette zone inhospitalière pour toujours. Nombre d'insouciants ou fatalistes laissent derrière eux tout ce qui pourrait les alourdir de quelque manière que ce soit. Mais la plupart d'entre nous, comme Otto et moi, sont un peu plus prudents. Nous ne pouvons jamais savoir ce qui peut arriver. Certains ont même attaché leur petit réchaud à leur ceinture. Mais avant le départ, nous sommes d'abord grossièrement fouillés, et certains ont les larmes aux yeux lorsqu'ils doivent se délester de leur trésor, qui, dans des circonstances normales, serait simplement appelé bric-à-brac. Après avoir été comptés plusieurs fois, nous quittons le camp et marchons vers la gare située près de Bodendorf. Malgré nos estomacs qui grondent, nous sommes heureux de quitter ce cimetière de Remagen pour toujours. Nous l'appelons ainsi entre nous, car certains ont été ensevelis dans leurs trous lors de grosses averses ou de glissements de terrain, ou simplement ensevelis vivants la nuit par accident par les bulldozers. Un long train avec des wagons couverts est prêt pour nous. Alors que nous attendons patiemment sur le quai, nous nous regardons, Otto et moi. Seuls 3 GIs vont et viennent à proximité, sans vraiment prêter attention au troupeau apathique que nous formons tous. Sans parler, nous voyons dans nos regards respectifs que ni l'un ni l'autre n'avons envie de nous évader. Pour aller où? Moi, je n'ai plus personne, et Otto non plus. Nous verrons bien où les Américains nous emmènent.